Allez, je vais commencer sur la première partie, la 12.1, donc c'est une grosse, il y a grosse nouveauté et vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses orientées sécurité. Le grosse partie, c'est pour ça d'ailleurs que le summit s'appelle Resiliency, et je crois que d'ailleurs Radical Resiliency, quelque chose comme ça, c'est le nouveau mot d'ordre et ça va s'axer sur beaucoup de choses sécurité. Première chose, c'est le Threat Center. Donc vous allez voir, c'est magnifique. En haut de chaque slide, il y a écrit des trucs en rouge pour éviter que si jamais quelqu'un s'enflamme et fait une capture, j'ai essayé de mettre que c'était quand même une bêta en cours. Donc vous allez avoir le Threat Center. Le Threat Center, c'est un nouveau composant dans VMware, c'est un nouveau dashboard qui vous donnera dans VMware une énorme visibilité sur votre score de sécurité. Ça va vous donner les anomalies de RPO, les anomalies de SLA, et ça va vous donner un score. Et comme vous pouvez le voir secrètement, discrètement dans cette capture, ce dashboard qui est dispo sur VMware, eh ben, il y a une interconnexion en plus entre VMware et VBR. Vous allez avoir en bas, dans la partie Analytics, à partir du moment où vous avez un VMware qui discute avec VBR, dans VBR, vous allez avoir une fenêtre qui va vous afficher VMware. Donc voilà, un peu plus d'intégration, vous allez avoir plus facilement du coup toute une partie de dashboard de VMware qui sera directement accessible dans VBR sans aller se connecter dans VMware. Donc c'est déjà, ça va faciliter les choses. Et on aura donc ce Threat Center. Donc le Threat Center, c'est du VMware. Hein. Ça, c'est un produit, enfin c'est un nouveau dashboard dans VMware, mais que vous pourrez afficher dans VBR. Donc ça, c'est assez intéressant. Et sur ce score, cette scorecard, vous allez avoir euh, Platform Security Compliance, et on verra après, c'est la partie Best Practice, la qualité de vos données, Protection Status, si jamais tout est bien sauvegardé, et si tout est immuable. On peut faire un petit jeu tous ensemble le jour où la 12.1 elle sort. Et si jamais vous avez VMware, et j'espère que vous allez tous le mettre en place de plus en plus parce qu'il y a plein de nouveautés autour de VMware et je pense que sur le blog je ferai une session dédiée là-dessus. Mais si vous arrivez à avoir 100% sur ce scorecard, je pense que je trouverai quelque chose Je sais pas. On se débrouillera, on fera quelque chose. Mais si vous arrivez dans un environnement, pas de bêta où vous avez mis 2 VM, hein, pas à moi, d'accord? Ici, l'escroc, c'est moi. Donc, si jamais vous, dans votre environnement de prod, vous arrivez à avoir un score de 100% au niveau de la scorecard de la plateforme, envoyez-nous des petites captures et tout. Et je pense qu'on le premier qui nous envoie ça, on trouvera quelque chose à faire. Donc voilà, première nouveauté là-dessus. Mais ensuite, il y a tout quelque chose axé ransomware et data encryptée. La première chose, c'est l'inline scan. Donc on va avoir un moteur anthropique et au moment où vous allez avoir le proxy qui va aller sauvegarder les données, et ben vous aurez un inline scan. Donc ça va scanner directement les blocs avec tout un moteur qui va détecter des changements dans les blocs, dans les file systems, etc. Et qui va définir si c'est bizarre, là je viens de faire ma sauvegarde par rapport à la sauvegarde d'avant, hop, et je détecte qu'il y a potentiellement un malware possible. Donc ça, voilà, c'est quand même une très bonne nouvelle. C'était vous en tant que provider, bah, ça vous fait une carte de plus à votre arc pour dire j'ai directement la possibilité de détecter des malwares au moment où je fais les sauvegardes, sans intrusion dans la machine. Hein. Là, on est juste vraiment dans la partie au moment de la sauvegarde du proxy. Alors, le proxy, il va prendre un coup. Hein. Il va falloir quand même peut-être ça va rajouter de la performance sur le proxy, donc peut-être qu'il en faudra plus pour activer cette feature. Et il me semble que cette feature, c'est de l'Enterprise Plus. Donc, bon, bah, de toute façon, vous êtes quasi tous en Enterprise Plus aujourd'hui. Si jamais vous ne l'êtes pas, j'espère que ça pourra vous motiver à rajouter des offres à votre service avec la partie ransomware détection qui se fait directement inline. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat sur ces features. Après, je rentrerai pas toujours énormément dans le détail. Mais voilà, ce qui est là, la version simplifiée, c'est qu'il va y avoir une corrélation entre le statut actuel de la machine, ce qui a fait dans la sauvegarde avant. Si jamais la corrélation se fait et qu'il y a plein de facteurs qui sont combinés ensemble, dire attention, c'est suspicieux. Et dans ce cas-là, bah, il vous le mettra directement sur la sauvegarde avec possible malware détecté. Donc ça, juste VBR tout seul avec la sauvegarde par les proxys. Donc il va regarder plein de trucs, incrémental backup, le pourcentage d'encryption, la compression, des trucs magiques, des ransomware, des notes ransomware qu'ils connaissent, des choses comme ça, et ça vous permettra d'avoir voilà, un moteur. Alors certes, il est déjà trop tard, hein, le client s'est fait ransomware,
mais vous pourrez lui dire assez rapidement. S'il n'a pas souscrit à d'offre d'antivirus, s'il n'a pas tout ça, bah, vous pourrez quand même le prévenir le plus tôt possible. Est-ce que l'inline est réservé à la version VSCP? Non, 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 les clients finaux aussi, ils ont tout le monde. Hein. Dans la VUL, en Enterprise Plus, pareil, hein, il y a l'inline. On fait pas de. Il n'y a jamais eu de séparation entre une licence Rental ou une licence VUL. Tout le monde a le même niveau de feature, il faut juste que là, l'édition, ce soit de l'Enterprise Plus. Donc voilà, ça c'est la première chose, mais bon, rappelez-vous, comme on le dit, c'est trop tard, hein, donc ça va juste vous aider à le trouver a posteriori, et puis l'intérêt, c'est que bah, si le moteur il arrive à trouver quelque chose, vous pouvez peut-être directement prévoir de restaurer des versions antérieures. Ça c'est la première chose, c'est l'inline, ok? C'est vraiment au moment de la sauvegarde. Il y a autre chose, c'est le on-demand. On va avoir la capacité de faire du on-demand scan pour les malwares et leur contenu. Donc, le on-demand, c'est je clique sur ma machine, je clique sur mes restore points et je vais avoir ce scan backup qui va apparaître avec toute une possibilité de choses à faire, soit du find, et donc là, ça va juste scanner cette machine et chercher le dernier point clean. Donc ça va le scanner, ça va le monter sur le mount server, ça va passer l'antivirus de votre choix. Ça peut passer aussi ce qu'on appelle Yara. Yara, je vais rentrer dans le détail tout de suite parce que je suis pas sûr d'avoir un slide dédié. Si vous connaissez pas Yara, ça s'appelle Yet Another Recursive Algorithm, je crois. Et c'est juste un moteur de recherche de chaînes de string, de comportements, de binaires, de choses comme ça, qui permet de trouver des patterns de failles, peut trouver des patterns de malware, qui permet de trouver des cartes de crédit, qui permet de trouver donc en cas d'extraction de données, cartes de crédit, euh, de, voilà, de toutes ces choses-là. Donc on va pouvoir passer deux choses, soit passer l'antivirus, soit passer Yara, soit les deux. Et donc en combinant ces deux-là, bah, vous allez pouvoir essayer de trouver le dernier point clean de dispo pour restaurer auprès de vos clients. Il y a aussi le find last clean restore point in range. Et donc ça c'est intéressant. Vous savez à peu près que le problème est survenu plutôt il y a 2 semaines ou il y a une semaine. Vous dites voilà, dans cette range-là, je veux que tu trouves le restore point. Et au lieu de faire depuis maintenant jusqu'à il y a 10 semaines, lancer le scan, ça peut prendre un peu de temps, bah, vous lui donnez une range et il va faire un truc binaire avant, après, en se décalant jusqu'à trouver le point le plus clean. Il y a des Et questions, Baptiste, qui peut être intéressantes pour tout le monde. Comme ça coupe un peu et ouais, ça permet d'être un peu interactif. C'est est-ce que ce module est intégré à Vim Cloud Connect, donc Yara? j'en ai aucune idée. Pour moi, non. Pour l'instant, on l'a uniquement sur VBR, pour en Ouais, alors avoir oui, discuté un clairement, peu. ce sera pas sur le moteur Cloud Connect. C'est-à-dire que c'est pas vous en tant que provider, vous n'allez pas pouvoir faire clic droit sur un backup qui est sur Cloud Connect. Pourquoi? Parce que Cloud Connect, c'est censé être juste un repo et à dispo. Vous mettez juste un repo à dispo et vous n'êtes pas censé avoir accès dans les données du client. Donc normalement, ce scénario-là, il n'est pas couvert. Maintenant, si vous avez votre VBR on-prem en tant que client et que c'est stocké sur un repo Cloud Connect, est-ce que cette feature est disponible? Probablement, puisque tu peux faire clic droit sur le restore point, ça va le mount. C'est juste que ça risque d'exploser la bande passante parce que ça va revenir on-premise. Donc je pense pas que ce soit le scénario le plus intéressant, mais pourquoi pas. Je pense pas que ce soit restreint. Maintenant, j'ai pas du tout la liste. Donc ça, faudrait qu'on regarde plus en détail, qu'on la garde de côté celle-là et qu'on regarde plus en détail. D'autres questions, tu voulais lire, Laurent? Oui. Y a-t-il des dégradations de performance du job, donc augmentation de la durée d'exécution à prévoir par exemple, ou combien Alors oui, on approximativement n'a en pas pourcentage? de, ouais, on n'a pas d'ABAC. Forcément, une bêta égale le contrôle qualité n'a pas encore fait tous les tests. Dès que ce sera plus proche du live, il y aura le contrôle qualité qui nous donneront des abats justement sur la load. Mais c'est sûr que les proxys, ils vont être plus chargés. Mais bon, j'en reparlerai beaucoup plus tard dans la session d'aujourd'hui. Mais les proxys, avant c'était un cœur pour une task. Et je crois que maintenant c'est un cœur pour deux tasks depuis la V12. Parce que les CPU sont beaucoup plus, et les cœurs sont beaucoup plus hauts fréquencés, beaucoup plus rapides. Donc vu qu'on était toujours assez conservateur, un corps, une task, même si on peut passer à un corps, deux tasks, en vrai, ça se trouve, on va juste revenir à un corps, une task, et on verra pas la diff.
Donc ça se trouve, ce sera complètement transparent pour tout le monde, mais on n'a pas encore on n'a pas la bac en tout cas dessus. Vas-y, je te laisse lire les questions, Laurent, si tu veux. Est-ce que c'est disponible en Enterprise Plus? Pareil, j'ai pas eu l'info par rapport à ça. Alors je crois que le inline, c'est que de l'Enterprise Plus. Je crois que ça, c'est disponible en Enterprise. Voilà. Quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'il n'y a rien en standard. Ça, j'en suis persuadé qu'il n'y a rien en standard dans toute cette partie-là, d'accord. C'est à minima de l'Enterprise pour du on-demand. Et je suis quasi sûr que le inline, c'est que de l'Enterprise Plus. Pareil, on n'est pas encore assez proche de la date finale pour le savoir, quoi. Et dernière question de Charles, c'est quelle est la base de données ou moteur qui check les malwares ou le ransomware? Alors si je reviens juste en arrière, le inline, d'accord, le inline au moment du proxy, c'est un moteur anthropique que Vim a développé, d'accord. Donc c'est une analyse basée sur beaucoup de critères et en fonction des critères, ça te renvoie une info. Bon, voilà, ça c'est inline. Et ensuite le on-demand, c'est ton antivirus à toi. Donc tu as 5 antivirus comme les Share Backup, comme le Secure Restore, etc. Tu as 5 antivirus natifs et n'importe quel antivirus qui supporte les lignes de commande peut être ajouté. Le Yara, c'est des règles que tu vas télécharger comme un grand sur Internet. Toi, tu fais toi-même, tu peux les développer, tes règles Yara. En vrai, il y a des repositories sur GitHub de règles Yara, ransomware, crypto-monnaie, NAR, là, et tu vas juste les prendre, les charger, prendre celles qui t'intéressent le plus et les rajouter dans ton module VBA. Et dernière question, y aura-t-il la possibilité de monter plusieurs mount serveurs pour lancer plusieurs analyses antivirales Yara en parallèle Eh afin de ben, vérifier en masse les backups? non, je crois que c'est un repo, toujours un moon server, et du coup, faudra peut-être avoir un bon gros moon server si tu veux lancer plein de trucs en même temps. Après, le on-demand, tu le lances normalement que quand tu as un suspicion de ransomware. Tu vas peut-être pas le lancer. Enfin, là, c'est le on-demand. Je vais répondre plus à ta question après, Alexandre. Sur la partie, il y a la version automatisée juste après. Eh ben bonjour Lionel, je vois que tu es désolé de ton retard. Bonjour. Et puis pour Gilles qui pose une question, mais je vais lui répondre, c'est les questions sont posées directement dans le chat, dans la partie questions, et je les Exactement lis où tu à haute viens voix. d'écrire, voilà, où Gilles, tu viens d'écrire ta question, c'est là où tout le monde pose ses questions. Et en fait, le problème, c'est que tu vois pas la question des autres. C'est pas un chat où vous pouvez vous flouer entre vous. On aimerait bien, tu vois, ça ferait un peu plus comme sur Twitch, où on peut lire le chat et tout, mais voilà, là, c'est des questions où uniquement nous pouvons lire ce que vous écrivez. Donc on essaye de rendre ça quand même un peu interactif, justement, avec tout ça. Alors comment évolue la base de données, enfin le moteur encryption en fonction des évolutions d'attaque? Donc tout simplement, bah, il faut aller sur le site. Il y a un site qui est fait, qu'il faut télécharger le fichier et puis cette base est mise à jour, le fichier est mis à jour. Effectivement, comme l'a dit Baptiste, vous pouvez le mettre à jour manuellement en mettant enfin, les caractères de carte de crédit, les pièces d'identité, ce genre de choses aussi, pour la partie GDPR par exemple. Mais effectivement, il faut aller sur Internet directement. Ouais. Et c'est pas Et pour Vim la, qui va le faire. voilà, pour la partie Yara, voilà, c'est pas nous. Nous, on met juste à disposition le moteur. Les règles Yara, c'est à vous de les faire ou de les télécharger. En revanche, le moteur anthropique, s'il devait faire des mises à jour là-dessus, c'est des mises à jour qui sont faites soit à ton Vim qui est connecté à Internet avec le auto-update d'activer et ça va les télécharger tout seul, les mises à jour de cette base-là, soit bah, tu as un Vim offline et ça les téléchargera à chaque patch. À chaque patch, ils incluront la mise à jour du moteur anthropique. J'avance parce que l'heure tourne, Oui, les amis. vas-y, Donc, vas-y. vous venez de voir le on-demand. Là, on est sur la même chose, mais en automatisé. Et ce qui est bien, c'est on va avoir le Sure Backup sans le Virtual Lab. Pour ceux qui connaissent pas le Sure Backup, mais normalement vous le connaissez tous parce qu'on est entre techniques. Le Sure Backup, ça nécessitait de monter un Virtual Lab avec des connexions réseau, un environnement isolé et tout. C'était vraiment pas le plus simple à mettre en place dans des environnements multitenants. L'idée, c'est de pouvoir enfin avoir un Sure Backup sans Virtual Lab. Alors forcément, ça va pas tester que la restauration fonctionne et ça va pas faire des tests directement dans la machine. Mais ce qui est top, c'est que bah,
on pourra lancer en gros le scan on demand que vous venez de voir avant avec justement cette fonction Sure Backup. Donc ce sera toujours le Moon Server. Donc pour le coup, Alexandre, tu n'auras pas la possibilité d'avoir 15 Moon Servers qui font 15 trucs en même temps. Mais en revanche, ça permettra de linker un job, de dire je veux faire que X machines en même temps, et potentiellement, il y a un truc qui est cool, c'est même pour le Sure Backup de façon générale, ils ont rajouté la possibilité d'avoir une sélection random du nombre de machines dans le job. Donc vous avez un job client qui a 200 machines, vous dites j'en veux 3 en même temps dans mon Sure Backup sans le Virtual Lab, et j'en veux au maximum 10 parce que voilà, je vais faire des tests random sur 10, c'est largement suffisant. Donc ça, ce sera tellement plus facile à déployer pour vous les gars, ce sera tellement plus facile à vendre du coup, parce qu'il y aura plus trop de problèmes pour le déployer. Et en plus, voilà, donc vous pourrez au niveau des settings, bah, c'est là où vous configurez mon Sure Backup, il se lance à telle heure, il est lié à tel job, tant de machines en même temps. Si je veux, je randomise 15 machines. Je pourrais exclure des machines si je sais qu'il y a des machines pour des raisons X ou Y, je veux pas qu'elles passent dans mon job de Sure Backup. Et je pourrais lancer telle règle IARA, et je pourrais lancer tel antivirus, et je pourrais même vérifier le backup integrity, c'est-à-dire qu'il va aller read chacun des blocs. Donc ça c'est lourd, hein. Il va pouvoir aller read chacun des blocs. Donc ça c'est des offres que vous pouvez mettre au catalogue et vendre. Ah, Julien il va avoir des clients heureux, ça c'est cool. Non, ah, mais t'as déjà répondu, ok. Sur VBA, on verra les news Ouais. VBA, mais là c'est vraiment purement VBR tout ça. Est-ce sur Sure backup Backup. supporté avec NSX? Oui, je crois que j'ai vu un truc là-dessus. Il y a un truc avec support de NSXT, mais je sais plus ce que c'est, Franck. Donc je veux pas te dire de bêtises. Je saurais pas te dire. Je sais qu'ils ont fait des évolutions avec NSXT notamment. Oui, je vais pas te dire de bêtises pour l'instant. Peut-on faire des tests de restauration? Oui, bah, Sure Backup, c'est quand même à la base un outil de test de restauration, ça sert à ça. Là, c'est juste qu'ils l'ont fait évoluer en mode se servir du moteur Sure Backup de test sans le Virtual Lab. Mais si vous voulez faire si tu veux faire des tests de restauration, c'est le Sure Backup traditionnel, Virtual Lab, je démarre ma machine, je teste des trucs, etc. Depuis un data store existant et aussi existant. Elle sort quand la version Rodolphe? Bah, elle sort cette année normalement. Donc il y a le Vim Residency qui sera là le 24 octobre et qui annoncera officiellement, j'espère, la date et on en saura plus nous aussi. Je suis désolé, hein, il y a beaucoup de questions, beaucoup de messages. On essaye comme on est nombreux, on essaye de trier, puis en même temps on a l'heure qui tourne, on pourra pas dépasser. Donc au pire, si jamais vous n'avez pas de réponse, on essaiera de voir, on aura la liste à la fin, et on essaiera de voir si on peut vous recontacter sur différents éléments, si jamais c'est pertinent. Là, on essaye de prendre les questions rapides et pertinentes un peu pour tout le monde. Autre nouveauté, quelque chose qui s'appelle l'incident API. Et vous connaissez, quand je vous dis incident API et que je appuie dessus, c'est que peut-être il y aura une question dans le quiz encore à la fin. Mais d'ailleurs, peut-être que sur les scans on demande, il y aura aussi une question dans le quiz à la fin. Je pense que c'est des gros topics qu'il faut connaître. Et donc, si jamais vous voulez gagner le quiz à la fin, retenez bien ces informations. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle incident API. Et l'incident API, c'est en gros du REST API. C'est une API qui est disponible pour qu'un outil tiers, donc notamment généralement un SIEM, un XDR, MDR, PTDR, tout ça, là, les trucs d'antivirus, puisse discuter avec Vim. Et l'idée, c'est qu'avec cette API, si jamais votre antivirus dans un serveur détecte un malware ou un comportement anormal, etc., et vous monte une alerte de virus, eh ben, ça peut envoyer en API l'information à votre VBR. Le VBR, vous cochez la case, je veux faire un quick backup. Donc il reçoit cet event depuis votre antivirus. Il va lancer un quick backup et il va vous flaguer que votre backup, il est potentiellement, enfin que cette machine et ce backup-là et ceux d'avant, surtout tous ceux d'avant, eh ben, ils sont corrompus. Il y a un malware dedans. Et vous allez pouvoir comme ça scanner, lancer le fameux scan on demand. Donc c'est pour avoir une meilleure intégration entre votre antivirus qui pourrait détecter des trucs dans les machines, chez vos clients, dans votre solution XDR, directement discuter avec le serveur Vim. Et vous allez retrouver partout après dans l'interface Vim, que ce soit au niveau des disques, des events, etc., ce fameux malware detection avec une machine qui est potentiellement infectée.
Donc voilà, grosse nouveauté d'interaction entre. Donc je pense qu'il y a pareil encore hein, pour vous en tant que provider, une offre. Si jamais vous avez d'offres d'XDR, une offre d'antivirus en SaaS, cette chose comme ça à déployer dans les machines des clients, et ben voir si en fonction des events que vous remonte ces éléments, s'il peut discuter avec les API Vim pour lui envoyer un ordre, et ça pourra encore plus, on va dire, sécuriser et vous informer de tous ces éléments-là. Voilà pour cette partie-là. Loulou, je te laisse la parole sur la partie amélioration sur l'immuabilité. Et oui, on a des nouvelles choses qui vont arriver en 12.1 sur l'immuabilité, notamment sur la partie Dell Data Domain, toujours en utilisant le protocole DDBoost. Ce qui est sympa, c'est que sur les repositories qui sont déjà existants, on va pouvoir activer ce retention lock, donc l'équivalent de l'object lock que vous connaissez, pour la partie immuabilité. Et ça va fonctionner de la même manière que alors je vais pas dire Linux Hardening Repository parce qu'on n'a plus le droit de le dire, ça va être du Hardened Repository. Donc, vous avez cette fameuse case qui va être affichée lorsque vous allez dans votre backup repository. Vous aurez cette possibilité, au même titre que le hardening repository, de modifier le nombre de jours, de mettre l'immuabilité en place directement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Bon, c'était des choses qui étaient attendues. Hein, on l'avait déjà sur un certain nombre d'appliances de dédupe. Ça, Data Domain était très demandé de la part de nos clients, de nos partenaires. Donc là, ça va arriver en 12.1 et vous aurez cette possibilité directement de pouvoir utiliser votre Data Domain en tant que hardening repository avec ce fameux retention lock. Ouais, je vois qu'il y a des gens qui sont très contents dans le chat, Olivier, Charles. Y a-t-il des questions? C'est donc des qui gèrent la dédupe et le lock. Effectivement, on va s'appuyer sur ce protocole directement pour pouvoir avoir cette fameuse dédupe hein, côté data domain. Et comme Dell nous a ouvert les API, on va pouvoir discuter avec l'API de retention lock pour pouvoir passer au travers de ce fameux protocole et pouvoir faire la discussion et pouvoir faire la rétention, la suppression de ces fameux blocs. Yes. On a une autre question. Et toujours les proxys, donc c'est pas les proxys, mais c'est les gateways, je suppose, Charles, la question. Les gateways sur Windows et pas sur Linux. Oui, les gateways Oui, sont toujours sur Windows. Hein. Ça, tout à c'est le fait. protocole DDBoost, qui est comme ça, qui a été développé que sur Windows. Et pour répondre à Sébastien, la version de DDoS nécessaire, ils ont écrit Oui, 7.3. 7.3 minimum. 7.3 supporté, ouais, c'est la version 7.3 minimum qu'il faut. C'était Exact. ça la question? Oui. Ouais, c'était ça la version de DDoS, effectivement. Qui cherche la bagarre. Un jour, Huawei sera intégrable à Vim. Non, Tu sais, politiquement parlant, ça va être compliqué. On a beaucoup de demandes sur ça. C'est vraiment purement politique, malheureusement. Et nous, en tant que SE, même commercial, on ne peut rien y faire, en fait. Et pourtant, c'est une très forte demande chez nous. yes, mais ça c'est indépendant complètement de notre volonté. Donc il n'y a rien de Tout à prévu fait. à ce sujet-là. Ouais, évidemment, je sais que Pierre, c'était une question humour. J'en doute Euh, pas. Lionel, pour info, alors ça s'appelle Vim Hardened Repository. Voilà, il va falloir que même nous on se mette. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'apparemment le mot Linux fait peur aux enterprises. Voilà, on en est là hein, aujourd'hui dans la sémantique, dans les mots. Tu leur dis oui, Vim Hardened Linux Repository, ça faisait peur. Donc voilà, ça s'appelle aujourd'hui Vim Hardened Repository. Et c'est une boîte noire. Voilà, vous leur vendez ça comme ça, les clients, ça leur dit plus le mot Linux, ça fait peur. C'est ça. Fabrice, tu cherches la bagarre aussi, toi. Hein. Donc Je Fabrice, cherche tu la te bagarre. calmes. Fabrice, je ne te dirai pas à l'oral ce que tu as écrit, mais On a une question, on a passé une question qui est comment gérer l'immuabilité, le stockage glacier AWS qui n'a aucun rapport du coup avec Data avec Domain, le Retention data Lock. domain. Du coup, je suis désolé, tu n'auras pas de réponse dans ces slides-là. Et ce sera l'ordre, si jamais, l'ordre du jour. Si tu veux envoyer un petit mail, pas de souci, mais on ne peut pas digresser à ce point-là.
Et la prise en charge de SnapLock de NetApp, il me semble qu'on a déjà des choses avec le SnapLock en 12, il me semble. Écoute, c'est pareil, c'est pas dans Il les me presse. semble avoir vu. Je suis désolé les gars, on va pas C'est perdre de temps sur d'autres voilà, sujets. Je te laisse enchaîner sur la pareil. partie nouveauté J'enchaîne. 12, hein. J'enchaîne directement sur le HP Store Once qui était enfin, l'immuabilité déjà disponible avec l'HP Store Once en V12, hein, comme c'est marqué. Et là, du coup, ça va être disponible avec la version copie. Donc, évidemment, c'est le même concept de ce que j'avais dit auparavant avec le Dell EMC. Donc, le GFS Restore Point sera immuable sur l'intégralité de la rétention. Donc, même principe, il y a des cages à accrocher avec la période d'immuabilité à activer et le nombre de jours que vous désirez qui soit immuable. Ouais, c'est bien la copie. D'accord, C'est bien la copie, ouais. il y avait déjà Effectivement, la partie Store Once Catalyze qui était supportée en immuabilité. Et là, c'est le catalyste copy spécifiquement sur la partie Store Once. tout à fait. Je crois que HP, en plus, pour ceux qui sont intéressés, HP nous a fourni pour la V12, hein, je parle bien, sur l'HP Store Once Catalyze, une partie de best practice. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on pourra leur fournir. Envoyez-nous un petit mail. Envoyez-nous un petit mail. Je reviens juste S'il en vous arrière plaît. parce que même moi je trouve pas. On demandait quel lab Dis-moi. pour tester VDRO. On essaiera de vous retrouver et de vous le mettre dans le slide parce que je sais que c'est un collègue à nous qui a fait le lab VDRO en demande et je le vois ni sur le site de Vim ni sur le ProPartner. Donc Gilles, j'ai bien vu ta question. J'étais en train de chercher, on l'a pas trouvé. Donc si jamais vous voulez tester VDRO, je suis sûr de l'avoir vu. On le trouvera et puis on vous le mettra au début des slides juste après là où je mets les hands-on lab. Si je mettrai en gros celui de VDRO. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés, contactez-nous, hein, laurent.nguyen ou baptiste.tellier@vim.com pour qu'on essaie de retrouver pour qu'on trouve la partie best practice HPE. Bon, j'ai Sébastien qui sera intéressé sur ce que je viens de dire sur les best practices de HP Store Once en V12. Donc, Euh, j'ai le fichier à la fin avec Baptiste. On relira ensemble les questions et puis on peaufinera ensemble. Parce que là, ouais. le Moi je temps pars en vacances passe et vendredi, donc je vous dis ça, c'est Laurent qui va le faire, hein. je vais le faire, il n'y a pas de souci. Pars en vacances, il n'y a aucun problème. On est là Voilà, me pour cherchez ça. pas la semaine prochaine, moi je suis plus là, hein. T'es plus Et là, arrêtez de vous tu enflammer reviens? dans les questions. Je reviendrai, ouais, c'est sûr. Ouais. Et arrêtez de vous enflammer sur les questions, ça pose des questions qui n'ont aucun rapport avec les slides, les gars. Envoyez-nous des mails si jamais vous avez des questions aléatoires, mais pas du tout là, on pourra pas le temps de vous répondre sur des trucs qui n'ont rien à voir avec la presse pour l'instant. Autre nouveauté, Laurent? Et autre nouveauté, le fameux fichier de configuration qui peut être maintenant sur un stockage d'objets immuable, ce qui n'était pas le cas en V12, donc qui n'était pas du tout le cas en Object Storage, ni en immuabilité. Donc là, en 12.1, on va donner cette possibilité de pouvoir avoir une période d'immuabilité sur ce fameux fichier de configuration. Donc, je sais que j'ai eu une très forte demande de la part des partenaires, de certains partenaires, de la possibilité de mettre sur du stockage objet, d'avoir une partie immuabilité. Donc ça, c'était une très forte demande de la part de nos partenaires et des clients. Donc, chose demandée et chose qui va être valable en 12.1, sauf changement de dernière minute. Ouais. Non, Julien, rien à voir avec le SOBR, hein. Là, on est uniquement sur l'object storage. Voilà, donc si jamais vous foutez ça sur un bucket, n'importe quel object storage, juste même vu que c'est tout petit, hein, ça peut être sur un cloud public, si jamais vous n'avez pas d'object storage ou quoi, je pense que ça deviendra test le best practice, c'est de l'avoir en dehors de votre data center, sur du C'est ça. stockage objet, immuable, et comme ça vous êtes sûr de pouvoir toujours le récupérer quoi qu'il arrive. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est on-prem ou directement dans Je crois que c'est AWS ou Azure. n'importe quel type de stockage objet, je crois. D'accord, S3 compatible et hyperscaler aussi. Donc, Ouais, ouais, pas de restriction là-dessus. Top. et oui, une nouveauté qui n'est pas des moindres, la partie sécurité. Donc, beaucoup ont désiré avoir, comme d'autres concurrents, cette partie sécurité. Donc, vous savez qu'on stocke les clés, on a des clés de chiffrement, on a un password, ce genre de choses. Donc là, l'idée en 12.1, c'est de pouvoir vous fournir
et vous donnez cette possibilité d'installer un serveur KMIP ou vous appuyez sur un serveur KMIP déjà existant pour pouvoir avoir cette rotation de clés et d'avoir cette fameuse sécurité supplémentaire sur le VBR. Donc de ne plus avoir les clés directement sur le VBR, mais directement sur un logiciel, un KMS externe pour pouvoir avoir cette fameuse rotation de clés. Donc ce qui va Yes, vous alors permettre en fait. Oui, vas-y. KMIP, c'est le protocole, KMS, Oui. c'est le serveur. Ouais, Donc Key KMIP Management System protocole. Support, on appelle ça un serveur KMS, et ça utilise le protocole KMIP. Alors généralement tous les KMS serveurs, quasi tous, j'en connais 4 ou 5 qui ont été testés d'après ce que j'ai entendu dans ce que j'ai lu quelque part. Tous les 3 KMS les plus connus sont avec le protocole KMIP. Si vous en avez d'autres, du moment que le protocole KMIP est supporté, bah voilà, ça permettra de discuter avec votre KMS. Qui va être évidemment supporté également sur le Cloud Connect, parce que là, on s'adresse quand même à une population VCSP qui utilise ou pas le Cloud Connect, mais sachez que ça va être supporté avec un certain nombre de features aussi, donc le NAS Backup, les log backup, le capacity tier, la tape et ce genre de choses. Voilà, plein d'endroits où vous rentriez les clés à la main au niveau des jobs, et ben là, vous pourrez décharger tout ça au travers du serveur KMS. Et pouvoir faire justement des rotations de clés, des choses comme ça. C'est des cases à cocher, souvent dans les RFP Enterprise. Voilà. Et dont les gros MSP ont aussi les mêmes besoins en hosting. Quoi d'autre, Laurent, dis-moi? Moi, alors, Oh, un SIEM, donc un système d'information. On va avoir une intégration en 12.1 dessus, donc avec un système de gestion d'informations et d'événements de sécurité pour renforcer un peu la partie sécurité. Donc c'est le mot d'ordre, hein. La 12.1 va embarquer beaucoup d'améliorations sur la sécurité, dont cette fameuse intégration pour pouvoir un peu discuter avec vos produits externes, donc le fameux SIEM, et de pouvoir loguer tout ce qui se passe sur le VBR, uniquement VBR pour l'instant, hein, je n'ai pas encore l'info sur le Cloud Connect, uniquement sur VBR, et d'ailleurs on parle que de VBR, on n'a que cette partie-là sur le SIEM. Donc pouvoir exact. aller chercher les logs et les mettre directement dans votre SIEM et de pouvoir analyser un peu ce qui s'est passé sur le VBR et puis ressortir tout ça sur des reports au travers de votre outil SIEM. Ouais, carrément avant, il fallait soit faire les trappes SNMP, soit avoir un truc qui permet de lire les outils, qui permettait de lire les Windows Log Event. Voilà, c'était pas aussi propre et carré que ce que c'est le cas là. Alors ils ont amélioré, hein, je crois que les Windows Log Event, ils ont rajouté encore plein d'events dans les Windows Log. Mais voilà, là c'est directement le serveur VBR qui va envoyer toutes les infos au serveur syslog directement. C'est ça. Fabrice nous demande des trucs auxquels j'ai pas la réponse. Log d'audit des Oui, consoles, VBR distant aussi. oui aussi, il faut tout simplement l'intégrer parce que le SIEM, là, tout ça, le syslog, va s'interfacer avec Vim1, il me semble, après avoir. Donc, ça va être les prochaines slides. On va parler Ouais, de mais non, mais ce que syslog, je veux tout dire, ça. c'est que si ta console, juste la console VBR, elle est déportée sur un bastion, ça change rien parce que la Ouais. console, c'est juste une interface graphique qui derrière discute avec le serveur VBR qui lui enverra les informations en syslog. Donc pour moi, il y a pas, c'est un non-sujet. Ouais. Et le report sur SIEM marchera aussi avec VBA ou VBM, uniquement sur VBR là pour l'instant. Ouais, alors est-ce que si jamais tu intègres ton VBA dans ton VBR, ce qui est généralement le cas, est-ce que du coup Oui. ton VBR il envoie les infos? J'en sais rien du tout. Je Donc ne sais Jérémy, pas. les questions pièges comme ça, mais j'aurais tendance à te dire que on récupère plein d'events dans le VBR, l'état des jobs, etc. Donc il devrait les envoyer au serveur syslog. Mais il nous dit pas, on ne sait pas encore à ce niveau-là quels sont tous les éléments qui sont envoyés via syslog, mais pour moi tout ce qui est dans le VBR. Donc si ton VBR est connecté à ton VBR, il n'y a pas de raison. Il y a aussi une subtilité aussi, c'est on a le droit à uniquement un seul serveur SIEM, un syslog serveur connecté sur le VBR. Donc on peut pas avoir plusieurs syslogs et coller le VBR directement dessus, c'est pas faisable.
Exact. Donc non, on peut pas filtrer les logs. Tu les filtreras si tu veux côté syslog, mais là, je crois que ça t'envoie tout. Il y a Julien qui fait une remarque très intéressante. Il dit, OK, la 12.1, c'est la vraie 12. Bon, je te permets pas déjà, mais c'est vrai que l'avoir appelé 12.1, on s'est tous dit quand même, Ouais. pour un point 1 où on dirait c'est tout pourrave, bah en fait non, il y a plein de trucs sécurité dedans qui sont assez ouf, quoi. Donc je suis un peu d'accord avec toi. Il y a Lionel qui nous dit qu'il sort d'ISO 27001 et HDS. C'était des points assez chiants. Et bah écoute, dis-lui de revenir là. Je suis sûr que tu as très envie que l'auditeur revienne une semaine, te poser plein de questions. Donc dès que la 12 elle sera là, tu pourras facilement y répondre. Les logs VBR seront déversés dans Windows Event Log et le SIEM? Ah, très bonne question. Alors oui, oui, Il oui, n'a pas, quoi qu'il arrive, ça ouais, continuera toujours dans le Windows j'ai Event pas le, Log. C'est déjà le cas aujourd'hui, hein, ça c'est sûr 100%. Mais en plus, bah, il y a le moteur derrière qui enverra des trucs à syslog. Il y a une on réponse, continue, pas il y a qu'il- beaucoup de c'est bien, questions. vous vous répondez entre vous, merci les gars. Des partenaires Splunk ou Vim fournissent des dashboards pour exploiter les logs. Alors, Euh, non, pas que je sache. Alors, je saurais pas te dire, je suis pas expert syslog encore. Nous, on découvre un peu les nouveautés un peu avant vous. On est formé sur, ça se connecte avec un syslog. Je suis pas expert syslog, donc on en saura plus certainement plus tard et au fur et à mesure aussi de nous, nos meetings, quoi. Effectivement, Olivier, il y a derrière système un S, un serveur. Et du coup, ouais, il y a une erreur. Ah, Bill. C'est, comme on l'a dit, Baptiste l'a dit, c'est sujet à modification. Au tout départ, quand on a eu les vidéos, c'était plusieurs serveurs. Et là, ils ont rectifié le tir. C'est maximum un seul syslog serveur de possible. Il est fort, Olivier, hein. Il a vu le S ici. Voilà, c'est une bêta, tout est dit à changer. Là, on sait que c'est qu'un seul serveur. Continue. Allez, pour la suppression des backups, très intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes capable de deleter des backups en étant administrateur. Demain, vous serez avec la V12.1, vous aurez l'accord, donc il faut demander un autre accord pour pouvoir deleter. C'est ce qu'on va appeler le For Eyes Authorization. Et vous pouvez également rejeter votre propre requête, et ça va être faisable. Donc, le For-Eyes est vraiment accentué sur la sécurité et de pouvoir avoir une autre personne. Donc, c'est le jeu des deux clés de chaque côté. Pour pouvoir ouvrir une porte, il faut une deuxième personne. Donc là, ça va être le même principe. Ça va être le principe d'un deuxième administrateur qui va approuver, oui ou non, sur la suppression du backup. Voilà, donc c'est pas une feature contre les attaquants, hein, parce qu'un attaquant qui prend la main sur votre VPR, il peut créer deux comptes admin, se loguer de l'un à l'autre et faire passer les trucs. C'est juste, t'es fatigué vendredi, t'appuies sur un truc, bon, bah t'as ton collègue qui doit valider que lui aussi il est fatigué, qu'il est vendredi soir et que vous allez tous passer la nuit en astreinte. C'est tout. Y a pas de, c'est le scénario, quoi. Et puis, Olivier, très intéressant. Mon N+1 est Bang, ça marche aussi avec trois yeux. Euh, Et puis, ce n'est pas obligatoire. Vous voyez à l'écran, c'est pas des choses qui sont obligatoires, ce sont des choses qui sont proposées directement dans l'interface Vim. Vous pouvez cocher oui ou non cette fameuse case pour pouvoir activer le For Eyes Authorization. Yes, on nous demande qu'est-ce qui est couvert après comme action par le For Eyes. Je crois qu'il y a pas énormément de choses au début, mais qu'en fonction des feature requests, ils vont en rajouter dans la liste. Par défaut, ils nous ont mis delete backup. Donc tu peux pas delete les backups de tes clients. Tu peux pas delete un repository. Tu peux pas delete, je crois, le service provider. Tu peux pas delete le snapshot. Il y a plein de trucs que tu peux pas delete, mais ça va pas aller jusqu'à retrait d'une VM d'un job. Après, si c'est une feature, je pense qu'on va pouvoir le demander. Ça me semble un peu lourd, parce que généralement les jobs, ils sont pas par VM, ils sont avec des tags. Euh, mais oui, on peut imaginer, je suppose, aller plus loin dans ce que fait le For Eyes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est les tâches d'admin un peu basiques de l'interface où tu fais des deletes et il faut juste pas que tu te foires quand tu fais un delete d'un truc, quoi. Ça va pas aussi loin. Alors, pas vraiment un security officer, c'est-à-dire que tu montes pas un ciseau, c'est pas un rôle particulier, il n'y a pas de airbag. Mais bon, ça t'évite d'être fatigué, quoi, d'avoir quelqu'un pour t'aider. Bon, voilà, je trouve que c'est quand même vachement intéressant.
Si mon manager c'est Gilbert Montagnier, très drôle. Il n'y a pas d'alarme à la création d'un nouvel admin ou double validation à la création du compte, ce qui ferait de cette feature une feature anti-ransomware. Non mais Vincent, là, je t'arrête tout de suite. C'est un compte local admin Windows. Du coup, tu vas chercher une solution qui permet de vérifier que t'as pas des nouveaux comptes local admin Windows, mais c'est Windows du coup. Et là, c'est des solutions XDR, MDR, PTDR, tout ça. C'est plus nous. Nous, on est juste un soft de backup quand même. Donc voilà, tout ça, c'est Et côté. Est-ce que ça fonctionne aussi avec VCC? J'en ai aucune idée. je n'ai pas d'infos dessus. On Il n'a y a de pas fortes chances eu que tu sur du puisses VT. l'activer sur VCC et que ça doive couvrir aussi la suppression d'un repository. Je suppose que ça doit, et pas de raison que ce soit pas le cas. Mais les questions sont très intéressantes parce que si vous suivez le 24, peut-être qu'il y aura des informations qui vont pouvoir répondre à vos questions. Et si ce n'est pas le cas, on reviendra vers vous. On va demander à nos product managers. Des features prévues pour ce qui est SSO. Non, on est basé sur Windows du coup. Si tu veux du SSO, c'est côté Windows qu'il faut le faire. Enfin, Windows, annuaire, Active Directory, etc. quoi. Non, ça concerne pas du tout M365. On est vraiment sur une presse VBR actuellement. On verra. Je crois pas qu'il y ait de nouveautés VB365 aujourd'hui. Non, il n'y On a n'a pas pas. de On vous donne un 365. maximum de trucs qu'on a, mais quand on n'a pas, on peut rien vous donner. Il y a une Tu peux histoire. passer à la... Oui, Attends, vas-y. ouais, il y avait juste une bonne idée. Possible de faire valider la suppression par un groupe. Non, mais par contre, quand tu vas activer le For Eyes Authentification, il faut que tu aies tes admins qui soient nominatifs et tu peux pas mettre un groupe. Il y a toute une histoire dans la façon dont tu gères qui est admin de ton VBR et tu peux plus mettre un groupe, il faut les mettre de façon nominative les gens. Voilà. De toute façon, c'est du détail, mais nous on est juste là pour essayer de vous donner les big pictures. On peut pas rentrer dans le détail de chaque feature. Elle n'est pas encore sortie, c'est une bêta, etc. Continue sécurité, Laurent. Côté sécurité, toujours en V12, qui existait déjà, c'était le Security Analyzer. Donc, visiblement, ils l'ont remodifié, ils l'ont renommé. Il y a des choses qui ont été intégrées, en plus des checks. Hein, et vous savez que pour ceux qui l'utilisent déjà, il y avait un certain nombre de choses qui étaient déjà présentes. Là, ils ont rajouté le password requirement, euh, tout ce qui est reverse incrémental aussi. Donc là, ça va être des presets. Il y a des choses aussi qui vont être intéressantes, notamment le Windows Firewall doit être actif. Ça va être aussi dedans. Ça fait partie, le Security Compliance Analyzer, ça va faire partie aussi du score, le fameux score dont je vous a parlé Baptiste au tout départ. Ça va rentrer en ligne de compte dans ce fameux score, à savoir si vous êtes compliance ou pas en termes de sécurité. Et si Vim1, c'est ce fameux Treat Center que vous allez avoir avec le fameux Vim1, l'intégration avec Vim1. Donc ça va rentrer en ligne de compte, à savoir si le score est favorable ou pas, si vous avez suivi ces fameux steps de sécurité et de compliance. Alors, Yes, donc le fameux score du dashboard center que vous avez vu au tout début, et il tout à faudra fait. m'envoyer un 100%, ça contient le fait qu'il faut avoir tout ça en passé, les gars. Et il y a des trucs, j'ai dû galérer, moi j'ai testé sur la bêta, il y a vraiment des trucs, j'ai galéré pour savoir ce que c'était. Parce que c'est full des trucs Windows, des requêtes, des GPedit, des trucs assez lourds. Donc tout ce qui est product en dessous, ça va, c'est du Vim, faut faire du 3.2.1, activer des trucs, ok. Mais alors, les trucs Windows, c'était presque les plus durs. Alors, ok, tu as répondu. Alors, pour Antoine qui me pose la question sur Vim1. Donc, pour les services providers qui sont connectés, mes chers amis, sachez que Vim1 est gratuit pour Vim Backup M365, d'accord? Et pour la partie VCC, Vim Cloud Connect. Donc, ce sont des choses que vous pouvez monétiser auprès de vos clients finaux et ce sont des choses qui sont entièrement gratuites pour vous. Donc, vous pouvez installer Vim1 et surveiller vos infras Vim Backup pour Microsoft M365, mais également sur la partie Vim Cloud Connect. Donc, voilà pour la réponse, Antoine.
Lionel qui ne pas être membre d'un domaine, si c'est un domaine dédié à l'admin du backup. Il y a des trucs que tu peux suppress. C'est-à-dire que là, c'est un best practice général pour tout le monde. Si jamais toi, dans ton environnement, bah, tu es dans un domaine parce que tu dois avoir des comptes nominatifs, parce que tu suis des règles, etc., qui sont valables, il y en a plein, il y a plein de raisons qui peuvent être valables d'être dans un domaine, avec un domaine que pour le backup, etc., bah, tu peux juste, celle-là, tu la suppresses en disant, voilà, bah, j'ai pas besoin que tu me rappelles que ça, je sais ce que c'est, je sais ce que je fais. Voilà, c'est juste que forcément, on est assez large dans la partie best practice. Ok, voilà Alors, pour ces nouveautés sécurité. Donc dans les grosses nouveautés, c'est la partie backup de stockage objet. Donc on parle souvent de stockage objet avec le parti destination, repository. Là, c'est dans l'autre sens, d'accord? On va pouvoir sauvegarder du stockage objet. Donc le stockage objet, aujourd'hui, c'est devenu un nouveau stockage déstructuré. Comme c'est un NAS avec du NFS ou du SMB, bah, vous dites-vous que le S3, c'est un nouveau protocole, mais ça reste des données déstructurées. Et donc, on va pouvoir exactement faire la même chose que ce qu'on fait avec un filer NFS ou SMB, sauvegarder un bucket entier, restaurer un bucket entier, rollback winding time, restaurer individuel objet conversion dans un même bucket, dans un autre bucket, où vous voulez. Donc voilà, donc c'est ou même après sur un filer en lui-même, un SMB. Passer l'instru SMB, me demandez pas pourquoi, mais voilà, il y a plein de choses qui vont être possibles de faire parce qu'il y a plein d'applications métiers aujourd'hui qui stockent les données de production sur du stockage objet. Donc ça, c'est un gros moteur de croissance pour vous comme pour nous. C'est une nouvelle offre à mettre au catalogue. Demander aux clients s'ils consomment du stockage objet pour des applications de production, des conteneurs, je sais pas, moi, il y a des systèmes de filers qui font de l'offload sur de l'objet. Alex, si tu nous entends, voilà, il y a ces trucs-là où on peut sauvegarder du stockage. Et donc c'est le même licensing que la sauvegarde du DNFS, d'accord, hein. C'est 10 points pour 500 gigas, c'est le même concept. Voilà, donc on pourra restaurer tout ce que je vous ai dit comme exactement la même chose. Donc philosophiquement, vous ne posez pas de questions. C'est comme si c'était un NFS ou SMB, support S3, S3 compatible, blob. Et on va pouvoir aller avec des proxys Windows ou Linux faire du backup, donc du file backup. hmm, Alors là, Quentin, tu es plus avancé que moi peut-être dans le use case, mais je serais intéressant de rediscuter. Il nous dit que c'est top pour sauvegarder des TF State. states. TF states. Là, je suis à 2 secondes, je suis à 2 doigts de regarder sur Google ce que c'est du coup. Si quelqu'un sait ce que c'est un TF state, stocké sur du stockage objet par exemple. Ah, c'est ta Terraform. Ouais, bah tu vois, déjà tu es un hacker, tu fais de l'infrastructure as a code, tu fais du Terraform, voilà. Mais oui, tout ça, tout ce qui est stocké sur du stockage objet statique et que tu te sers en production au quotidien, bah, tu vas pouvoir le sauvegarder. Donc même si c'est pas très gros, c'est intéressant. Ah, Maxime, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Salut Max. Grosse news, beaucoup de demandes clients. Eh ben écoute, 10 points pour 500 gigas, vas-y, fais péter la conso. Pas de Pas modification. d'application. Ouais, vas-y, Lila, la Non, question, ça peut être ouais, pas de intéressant. modification de requirement prévue avec cette nouvelle version. Bah non. Je sais pas de quel requirement particulièrement tu fais état, mais il y a pas de, c'est un peu le même que le NAS backup. Et on pourra aussi du coup faire du NAS to tape. Donc d'accord, on pourra faire du backup d'objets to tape. Toutes ces features qu'on a déjà vues en V12. Non, Gilles, tu ne pourras pas sauvegarder un bucket VBO. Alors, quand on va sauvegarder du stockage objet, je vous le dis tout de suite, on ne saura pas si l'applicatif derrière, votre applicatif métier, tentera d'écrire sur le stockage objet. Donc si jamais vous avez un truc comme VBO qui va écrire en permanence dessus des objets, et que nous on le sauvegarde à un instant T, il va falloir quand même être cohérent. Euh, c'est c'est en bêta, donc pour l'instant, c'est pas prévu de pouvoir sauvegarder du VBO du tout, qui sera beaucoup trop de metadata et de données actives en parallèle au moment où tu fais ta sauvegarde. Ah, TF, c'est tarte flambée. Merci Lionel. Euh, Voilà pour ça. Et je te rends la main pour faire mal au crâne de tout le monde. Attention les gens, préparez-vous. Là, on est sur des choses. non, je vais être soft, je vais être très soft.
Oui, mais il y a des Donc, trucs dans le caout. Donc restez il y a concentrés, des trucs effectivement dans même le si ça vous, caout. voilà, même si ça vous concerne pas directement, restez concentrés parce que il va y avoir des choses à retenir. Ouais, parce que Baptiste a été méchant, il a mis des questions un peu tordues, tout ça. Je lui remets la faute, hein. Je suis pour rien, moi, dans tout ça. Du coup, bah, une nouveauté en 12.1, il faut savoir qu'un DB2 sera supporté sur de l'AX et du Linux. D'accord? Donc les versions, c'est ce que vous voyez à l'écran. Il y a des choses aussi, donc si jamais vous utilisez des produits qui permettent en fait de faire de la haute disponibilité tels que le Power Achat, Achat CMP anciennement, le Power Achat côté AX, le TSA ou le Pacemaker côté Linux. Sachez que ce fameux plugin, alors tout ce qui est plugin Enterprise chez nous, ce sont que des passe-plats, d'accord? On n'a pas réinventé le code ou quoi que ce soit. C'est le produit de base qui viendra interroger notre plugin pour pouvoir déposer la donnée sur le repository, d'accord? Et donc, le principe de DB2 reste la même chose, c'est que les commandes DB2 vont interroger le plugin qui, lui, va capturer, snapshotter la base de données et va pouvoir la mettre ensuite sur le repository. Donc, on saura backuper l'intégralité de l'instance, enfin on ne parle pas d'instance sous DB2, mais de database, et on pourra restaurer directement la database en question, sélectionner les fameux databases. Donc ce fameux plugin permet d'avoir une autonomie, de donner une autonomie totale au DBA, DB2 directement. Donc, à savoir, on n'aura pas la possibilité donc de faire du backup copy vers du S3, mais directement sur du repository bloc directement. Euh, Yes. Donc je sais que ici vous n'êtes pas énormément nombreux à faire de la X, mais euh, voilà, je sais qui en fait, Jérémy. Du coup, voilà, c'est important, Jérémy. Tu m'entends, Jérémy? C'est bon? Petit aparté aussi sur ce fameux plugin, il est uniquement en standalone, d'accord. Donc vous pourrez utiliser avec ce fameux, alors ce plugin SAP HANA sur IBM Power, donc c'est uniquement en standalone. On a eu la certification parce que c'est pas évident d'être certifié, d'avoir les API, de discuter directement avec les API backend et tout ceci avec SAP. On va supporter le standalone et tout ce qui est scale-out système, mais aussi la partie Sapana, système réplication. Donc, si jamais vous avez des clients qui ont ce genre de choses, sachez que Sapana, le fameux plugin Sapana pour IBM Power peut supporter ces différents modes. Donc, à savoir les fameuses distributions que vous voyez à l'écran. Donc, il n'y a pas de questions dessus, hein. C'était plutôt sur DB2. On n'a pas mis de questions dessus. Là, c'est juste vraiment informel. C'est juste pour vous informer qu'on a ce fameux plugin Sapana sur IBM Power. Attends, Donc, pour ceux Jérémy qui nous sont... demande quand même, Oui, excuse-moi, mais Jérémy nous demande si DB2 sur Windows, ça existe? bien sûr que ça existe. Ah ouais, bah non. Voilà, Jérémy, non. Bien sûr que Écoute, ça existe, maintenant on mais est pro. on ne le prend pas en compte. On va pouvoir, si jamais tu as du DB2 sur Windows, on va pouvoir faire du backup du dump. Tu vas dumper ta base DB2 et on viendra capturer ces fichiers de dump. Voilà. Mais J'ai maintenant une on est une question société Linux, qui, donc voilà, on fait du Linux partout, et tu viens nous demander du Windows. Franchement, c'est pas, c'est plus que de l'esprit de contradiction quand même. il Oui. y a une personne, Ousmane, qui pose la question, mais ça viendra après. Je crois que c'est la question, c'est Linux x86-64, Linux on Power. Oui, c'est prévu. C'est mes prochaines slides. Et Linux sur du Z, non, ça ne sera pas supporté, on ne sait pas faire encore. Et DB2 sur AS400, encore moins, Johan. Ça ne va pas être possible. On ne fait pas du tout d'AS400 déjà de base et on n'a pas d'agents qui vont s'installer dessus. Donc on va se focuser déjà sur IBM Power, Solaris, et c'est déjà pas mal. Mais pas d'AS400 malheureusement. Je peux passer à la suivante si tu veux. Bah, c'est celle-là, sur Sapana, tu l'as fait déjà? Bah ouais, je l'ai fait. Mais Je comme tu t'écoute n'en pas, as rien à désolé. secouer de tout ça, Ouais, il n'y bah, a pas de alors là, souci. moi j'étais déjà en J'ai mode bien ciao. compris.
J'ai bien compris. Bon les gars, Sapana sur IBM Power, hein, j'espère que vous êtes nombreux à en avoir, hein. Voilà. Bon, je te répondrai après, Alexandre, sur tout ce que toutes les questions Ouais, sur ça n'a Postgre. rien à voir avec les slides AS400 Ça n'a rien à et voir avec tout Power, donc ça, on mais on verra. je suis gentil avec Baptiste, on va vous répondre. Effectivement, tout ce que je viens de présenter, surtout le Sapana, ne sera pas supporté avec du backup copy ou sur de l'object storage directement. Par contre, l'immuabilité possible sur du HR, donc Hardening Repository, et pas de gestion ou de déploiement centralisé possible avec le Sapana. Donc ça va être à la mano, donc sur chaque cluster Sapana manuellement. Hop, Stéphane, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Bon, bah, encore du Sapana, malheureusement. Donc, vous savez qu'il y a différents explorers, Oracle, Postgre, SQL. Et donc, on va sortir, pardon, un Vim Explorer pour Sapana directement, sans utiliser le SAP Studio et ce genre de choses. On va avoir notre propre produit pour pouvoir restaurer point in time directement sur le même serveur en location originale ou alors sur un serveur différent. Pouvoir être granulaire sur tout ce que vous faites au travers de nos produits Vim Explorer. Et tu peux passer à la slide suivante si tu veux. Yes, pardon, je réponds aux questions en même temps. Non, il n'y a pas de souci. Et ça va répondre à la question si on prend en charge les clusters Postgre. Alors, le cluster Postgre, j'ai eu la question si on pouvait l'installer sur un serveur Postgre. Le VBR, ça va être non. Ça, c'était pour la petite aparté. C'est pas supporté parce que si jamais en cas de bascule sur l'autre database, enfin sur le site de repli par exemple, bah, VBR sera en carafe. Vous serez obligé de redémarrer les services. Sinon, le backup de Postgre, donc on sait backuper l'instance. Par contre, on ne sait pas choisir la DB à l'intérieur. On sera obligé de directement restaurer l'intégralité du serveur Postgre. Et on supporte évidemment le cluster Postgre SQL. Sur la partie instant recovery, donc toujours pareil, le dernier point valide, le point in time disponible également, et la possibilité soit de faire du recovery sur la même base existante ou sur un autre serveur, et puis ensuite appliquer manuellement la bascule. Donc pour l'instant, je parle que de bascule parce que le switch back n'existe pas pour l'instant. Donc ça va être que du switch over. Donc manuellement ou en automatique ou avec la partie scheduling. Voilà, on se rapproche de ce qu'il y avait sur SQL, hein, donc c'est bien parce que ça avance là, avec le publish et l'instant recovery des DB, c'est cool. Tout à fait. Y a eu des questions, non, Baptiste? Non, 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 j'ai répondu, il n'y avait pas de. Ouais, Vraiment il que y a tu que des saches vécus, si juste la question sur Sapana, et etc., tu pourras pas aller directement sur du l'AX et compagnie là, DB2, tu pourras pas aller directement sur de l'objet. Mais si tu vas sur un SOBR qui fait de l'offload vers S3, je sais pas si les objets AX, compagnie là, tout ça qu'on vient de voir, sont pris en charge par le capacity. J'ai dit, je crois qu'on sait pas et on va attendre d'avoir Non, plus d'infos. non, il faut plus d'infos par rapport à ça. J'ai pas l'info là. Pourtant, j'ai discuté longuement avec Pavel et Annès, mais Voilà, bah pas si d'info. tu fais comme si on peut quand même atteindre le tiers d'objets via un Mm, SOBR, ça peut être intéressant. ouais. On parle de database, il y a du teasing sur. Ouais, non, Il y a R sur Oracle, ok? J'ai pas vu une ouais, news à ce sujet-là. non. Allez, je continue parce qu'il va nous rester Allez, 40 minutes max pour faire toute la suite. Bon, après, c'est un bon, peu ça va le moins. faire. Oui, puis c'est un peu moins des nouveautés de dingue non plus. Mm. Alors, à chaque version, les gars, préparez-vous, hein. À chaque version, on nous dit le CDP quand même. CDP cette fois-ci, nouvelle génération. CDP new feature. CDP, vous n'êtes pas prêt, attachez votre ceinture. On améliore encore le CDP. Et ça, on va l'améliorer jusqu'à ce qu'il marche. D'accord? Donc là, ils sont bien partis pour le faire marcher.
Donc mettez votre ceinture. Le CDP, Continuous Data Protection, Enterprise Plus. Euh, donc ça veut dire, c'est pas Continuous Delayed Protection, ok? C'est Continuous, je sais plus d'ailleurs, CDP, Continuous Data Code Protection. data protection. C'est le truc en IR synchrone entre deux ESX, d'accord? C'est la réplication en IR synchrone. Et ben là, on va avoir le réplica. Donc maintenant, quand vous allez lancer tout ce qui va être CDP, vous allez pouvoir tester que le CDP qui est fait de l'autre côté, sans le lancer en live, vous allez pouvoir faire juste un réplica. Donc c'est comme le backup à l'époque. C'est le réplica, vous le connaissez si vous faites déjà de la réplique, avec la capacité de tester des machines, de tester du random, X machines en simultané, heartbeat, ping, etc. IARA, CRC, failover, orchestrateur. Voilà, c'est la folie du CDP, les gars. Donc le premier qui le déploie, il a gagné. Non, mais toujours pour vous dire que voilà, apparemment, ils nous ont vendu une énorme amélioration du CDP, d'accord. Donc peut-être que, comme dirait Thierry, il va tomber en marche à un moment. Donc, mais c'était un problème, Thierry, je pense qu'on avait rencontré, c'était voilà, tu veux le démarrer de l'autre côté, tu veux le tester, ça le démarre, du coup après tu peux plus jamais revenir dans l'autre sens. Bref, c'était assez chiant. Ou si tu le démarrais de l'autre côté, tu pouvais pas le démarrer trop longtemps. Là au moins tu peux industrialiser avec Replica, industrialiser un test de failover virtuel dans un environnement sans gêner. Alors forcément, quand c'est démarré de l'autre côté, ça continue pas à faire des réplications, je crois. Mais au moins, le temps de faire tous ces tests-là, ça permet de répondre à des besoins clients. L'autre nouveauté, c'est la possibilité de faire du file level restore depuis le CDP. Donc c'est bien, on a un truc qui tourne toutes les 5, 15, 20 secondes, qui est renvoyé de l'autre côté. Et vous allez pouvoir ouvrir un petit restore guest file depuis le CDP qui est de l'autre côté et choisir dans notre magnifique point in time l'endroit sur lequel vous allez parcourir tous les fichiers. Donc pareil, si jamais forcément c'est des données critiques, c'est des données critiques pour client, vous avez fait du CDP, on va pouvoir aller le tester, lui envoyer des rapports, mais également lui restaurer des fichiers basés sur CDP. Donc bon, ça fait des features qui sont quand même assez intéressants à rajouter en plus, quoi. Ah, il y a quelqu'un qui essaie de prendre des notes. Alors déjà, je te rassure, tu vas avoir mal au crâne comme tout le monde, parce que oui, vous avez vu 12.1, vous avez dit oh ça va, il y a 3 updates. Non, ils ont pas rigolé, il y a énormément d'updates. Et de toute façon, dans 2 semaines, il y a l'event Corp qui arrive. Dans 2 semaines, vous allez recevoir l'enregistrement de ce webinaire-là, certainement avec les slides. Et sur le blog, j'essayerai, plus on se rapproche de la date de sortie définitive, plus je pourrais faire des petites vidéos features spécifiques. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur il y a aussi le Planet Failover. Si jamais vous avez le CDP d'activer, toujours CDP, hein, CDP d'activer et vous avez prévu de faire quelque chose de planifié, vous me direz: «Ah, c'était pas prévu avant». Non, c'était pas prévu avant. Du coup, maintenant, c'est possible de faire un planet failover et donc ça va faire un truc clean où il va couper un source d'installer à destination. Voilà, vous avez la liste de tout ce qu'il est capable de faire et ça permet d'éteindre la machine source, allumer la machine cible. Si jamais vous avez quelque chose une planification prévue ou même une migration. Si vous voulez utiliser le CDP pour faire des migrations d'un environnement à l'autre, ce sera beaucoup plus facile de le faire avec du planet failover. Oui, l'enregistrement et les diapos sont diapos. Dylan, on est en 2023, bientôt en 2024. On ne dit plus diapo. Voilà, on dit PowerPoint, slide, deck. On est American now. Du coup, les slides seront dispo dans 2 semaines quand on enverra le webinaire et que ce sera un peu plus. On aura dépassé l'event officiel corporate, parce que ça se trouve, il y a des trucs que je devrais virer, et des slides et de l'enregistrement. Voilà. Bonne question. Est-ce que cette nouveauté CDP, ça marche avec VCD? J'en ai aucune idée. Pas d'infos dessus, malheureusement. Je sais qu'il y a pas de raison ça ne marche pas, mais c'est pas écrit spécifiquement. Donc c'est intéressant. CDP, ça marche vers Cloud Connect Application avec du vCloud Director. Ça, c'est pour tous les mots-clés qu'on aime bien mettre dans la même phrase. Et du coup, le CDP over VCCR vers VCD, je ne sais pas si ces nouveautés s'appliquent.
Est-ce qu'on peut lancer des posts et des prescripts? Oui, on peut. Alors, la répli, elle se fait en temps réel quasi, donc ça, tu peux pas le faire. Par contre, je crois que tu peux faire quand tu fais ton failover plan, où tu vas dire, bah voilà, je veux démarrer telle machine dans tel ordre. Au moment du failover plan, tu peux faire des scripts pré et post failover plan. Il y a Vincent qui veut récupérer les transparents. Ah putain, c'était encore avant ça. On se moque pas des vieux. Ah si, vous savez comment je me moque des vieux, parce que je commence à vieillir de plus en plus, et donc je, je le prends aussi pour moi maintenant. Quelle différence entre le CDP et la réplication Vim? Alors Julien, euh, je le fais pour toi, mais c'est vraiment parce que c'est toi. La réplication, c'est asynchrone, donc c'est basé sur les snapshots VMware. Et le CDP, c'est basé sur des API spécifiques de VMware qui te permet de faire un truc near synchrone, 5 secondes, 15 secondes. Chacun a son avantage et son inconvénient. Les polycopiés. Eh les gars, vous m'envoyez à l'école là, c'est dur. Bon voilà pour les infos sur le CDP. Est-ce que tu veux faire le NAS backup, Lolo? Oh, non, vas-y, fais-le, celui-ci. J'ai pas Yes, donc d'infos c'est juste dessus. c'est des petites, ouais, donc c'est des petites nouveautés à droite à gauche. Pour tous ceux qui font du NAS backup, vous allez avoir la feature de Compare with Production, Restore Change Only. L'idée c'est que le client qui va vous dire oui, moi je me restaurer blablabli blablablu, et ben c'est plus facile de voir ce qu'il y a en production par rapport à ce que vous avez dans vos sauvegardes, un peu comme l'était avec Active Directory fut un temps. La possibilité de vérifier qu'est-ce qui s'est passé au niveau des fichiers qui ont été changés et regarder même quels sont les attributs des fichiers qui ont été changés, date de modification, size, etc. Donc pour récupérer des données, restaurer des trucs pour les fichiers quand vous sauvegardez du NAS, je trouve que c'est assez intéressant. Voilà, c'est juste c'est des petites features assez sympas. Euh, Ouais, tape, rien. C'est juste le support du IBM 3592, le Jaguar, et puis voilà, donc c'est juste pour dire que c'était mis au support. Il n'y a rien de plus en 12.1, ce qui n'était pas le cas certainement peut-être en 12, mais bon, voilà, on ne peut pas dire grand-chose, mais bon, sachez pour ceux qui utilisent ce genre de librairie, sachez que bah, en 12.1, ça sera supporté. mais j'ai une petite question à tout le monde. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est du coup les Jaguar Tape et les Ça, c'est pour les 3580? vieux, ça. Ouais, j'allais poser. Ouais, parce que j'aime bien envoyer des petits missiles du coup sur les vieux, mais discrètement, tu vois. Alors, Oui, je vois Stéphane, ça. Stéphane, tu connais bien du coup les polycopiés, les Jaguar Tape. On les trouve dans la forêt, oui, au Sénégal. Ouais, ils sont dans la Oui, je forêt, suis c'est ça. vieux. Salut Olivier. Ok, ok. Bon. Bon, bah, ça va, vous êtes quand même. Il y a un peu de tout dans le chat. Il y a les gens qui comprennent pas ce que c'est le Jaguar Tape, et comme moi, et du coup qui font des blagues. Et t'as les autres qui sont en mode premier degré. Mais oui, c'est les tapes IBM, c'est des gros LTO. Le Maxstar, effectivement, ouais, Maxstar. Oh putain, qu'est-ce que c'est vieux, ça. Merci les gars de Le chez IBM. TAT. Oh, Ça punaise. roule. Nouveauté aussi, côté Object Storage, mais cette fois-ci côté Target. D'accord, ça c'est important parce que on a eu le sujet. Je vais le faire, puis après tu feras celui d'après sur IBM encore, Lolo. Alors, Ouais. on a nouveauté, grosse nouveauté, c'est la partie L-check. D'accord. On a eu certains dans le chat ont peut-être déjà rencontré cette problématique. Vous savez vous vous reconnaîtrez forcément. C'est le L-check sur le capacity tier. Donc, on a un moteur au niveau du SOBR qui stocke les trucs sur le performance tier, qui les envoie sur le capacity tier, et pour des raisons inconnues, de protocole, de ransomware, d'interruption de service, de stockage objet, de Internet, la vie, la vraie, vous allez avoir peut-être des corruptions et on n'avait rien pour détecter ces corruptions au niveau du stockage objet. Du coup, là, vous avez, au moment où vous créez votre SOBR, un truc avec écrit L-check. Vous pouvez le configurer en monthly ou en weekly. Le fait qu'il va aller relire les données. Alors attention, si vous êtes sur du stockage objet, cloud public, AWS, Azure, tout ça, faites attention parce que ça fait des cool API. Mais apparemment, c'est assez cheap parce que c'est que des get sur les dernières versions. Et dans les slides, ils nous disent que c'est à peu près $1 les 200 Tera. Donc, honnêtement, c'est pas très grave.
mais pour l'instant, ça ne ripère rien dans cette version-là, mais ça pourra au moins vous prévenir. Voilà, il y a peut-être une corruption sur tel ou tel objet, et après on verra comment on fait pour faire la rémédiation derrière. Mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Autre nouveauté sur l'Object Storage, performance. Voilà, ça c'est des slides. Ça, les gars, ça c'est du slide qu'on aime voir ça. Ça, on est content. On sait qu'il y a vraiment des trucs de fou derrière en nouvelles features. C'est mieux, ça va plus vite et ça marche mieux. Voilà, ça, vous êtes tous contents d'avoir des slides comme ça. On nous demande si le health check est disponible sur le direct to objet. Oui, en V12, il y a déjà sur le direct to objet, même le backup copy to objet, etc. Il y avait déjà le health check. Là, ils l'ont ajouté sur le capacity tier. Voilà, donc le stockage objet, c'est encore mieux en 12 points. Et je te repasse la main pour des sujets, waouh, Ouais. IBM Power. On a eu une question tout à l'heure auparavant concernant le Linux on Power. Et ben voilà, on y vient. Ça va être supporté sur le Power 9 uniquement et Power 10. Et j'ai discuté un peu avec les mecs du support, enfin pas du support, mais les PM, les product managers. Et ça va être peut-être en best effort sur le Power 8, mais vraiment en best effort. Donc là, c'est pareil, ce que disait Baptiste tout à l'heure, ça va être sujet à être changé. Donc là, mais pour l'instant, on se focus sur Power 9, Power 10 avec les distributions que vous voyez à l'écran. Yes, Et donc le Linux on Power, oui, vas-y, dis-moi. non, voilà, les IBM, les anciens d'IBM, etc., qui ont beaucoup de power, on vous attend, hein. On veut voir de la conso, les gars. On veut voir de la conso et je vous envoie Laurent d'ailleurs, directement. On peut encore faire du simple backup de VM avec la V12.1 ou faut faire acheter un IMB Power avec un lecteur Jaguar. Ouais, Ah, non, je suis d'accord que la 12.1, c'est IBM Power. Ok, tu m'as entendu? VMware, c'est fini. Nous, on aime bien les trucs vieux, là, comme ça, alors. Ah, donc il y a des personnes qui font que de la X. Bon, ok. Pas de Ah souci. ouais. Et donc, la nouveauté concernant cet agent Linux on Power, donc on ne va pas utiliser les moteurs qui sont directement intégrés dans le package euh, Linux, qui sont VimSnap ou le BLK Snap. On va directement s'appuyer sur le Butter FS, hein, on l'appelle Butter FS, et le LVM Snapshot. Donc c'est directement, on va s'appuyer sur ces modèles, ces moteurs-là pour pouvoir faire le snapshot de la, je dirais du LPAR, hein, parce que ça s'appelle un LPAR sous IBM et pas une VM. Et tout ce qui est change block tracking, malheureusement, on ne l'a pas sur Linux on Power, mais peut-être sur Linux directement sur la VM. Et à chaque fois que vous allez faire une incrémentale, ça va, ça va demander de faire un full disk rescan, donc qui va mettre un peu plus de temps. Et donc, je suppose, au même titre que le nouvel AX 4.1 qui va sortir, il va y avoir des améliorations en termes de CPU et de mémoire. Les nouveautés aussi concernant les modes de backup, hein, donc le file level, hein, donc on va s'appuyer sur le snapshotless et le snapshot base hein, directement. Pour le volume level, donc on ne s'appuie pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, donc les mécanismes internes de l'agent Linux, mais utiliser directement le LVM et le Butter FS pour la partie volume level et l'entire machine au même titre que le volume level. Donc pas d'inquiétude, j'ai pas mis de questions dessus ni Baptiste, hein, c'est pas vraiment dessus qu'on a focusé les questions. Les targets de repository, donc on inclut pas, enfin on inclut les appliances de dedupe, mais également l'object storage, contrairement à l'AX et l'AX ou le Sapana sur IBM Power. Et encore une fois, par rapport à l'agent AX, bah, c'est au même titre que l'agent X, on ne supporte pas le Vim Cloud Connect en backup direct. Et les share folders, hein, repository VBR, et puis le local storage, le repository standard de VBR. Est-ce qu'on a des questions Il y a une petite sur question, toi, des questions auxquelles je ne peux pas répondre parce que je ne comprends pas la question. Mais pour parler des OS restants, support de SCO Unix. Non, on ne supporte pas le SCO
Malheureusement, on supporte uniquement l'AX, le Solaris et le Linux aujourd'hui. Pas Est-ce que tu de connais, SPO Linux. est-ce que tu connais OpenVMS? Hélas, on migre sur OpenVMS. Non, non plus, on ne supportera pas. Je connais de nom, mais j'ai jamais eu affaire à l'utiliser. C'était J'ai du un second ami. degré. SPO Unix, ouais, ça fait un moment, j'en ai pas entendu parler. Et HP 3000. Lol. Mais Allez, ça, il y a que des anciens sur les services ah ouais, providers. Voilà. ouais les gars. Bon, on avance, il nous reste à peine Allez, encore on 15 avance. slides à faire en 20 minutes. L'amélioration des agents AX et Solaris. Donc, auparavant, on faisait du standalone, on pouvait l'intégrer dans du protection groupe et tout se faisait manuellement avec du scheduling, à l'aide du cron tab AX. Et donc là, au travers du VBR, on aura cette possibilité de déployer directement, faire des updates, remove l'agent, démarrer et stopper le job et pouvoir également faire du bar métal avec du recovery token, qui n'était pas le cas en 12 avec l'agent 4.0. On faisait uniquement du bar métal. Et là, le recovery token vous permet en fait d'avoir cette sécurité et de dire, bah voilà, je vais pouvoir restaurer sur une autre machine. Et donc, est-ce que le recovery token accepte ou pas sur ce type de machine, oui ou non. Et puis, vous pourrez faire le bar metal recovery sur cette machine. Et donc, on va s'appuyer sur directement un scheduler intégré au VBR et puis la fameuse cron tab d'AX. J'ai eu la question récemment, est-ce qu'on pourra toujours l'utiliser, cette fameuse cron tab? Évidemment, vous pourrez toujours l'utiliser, cette fameuse cron tab. Le scheduler interne d'AX sera toujours disponible. Tout ce qui est Oracle Airman sur Solaris AX ne pourront pas être déployés en mode central, automatisé au travers de VBR, et tout se fera uniquement manuellement. Et le déploiement pourra se faire au travers des protections groupes, au travers du VBR, uniquement pour les agents AX et Solaris. Tu peux passer à la suite, Baptiste. Next slide, please. Pareil, j'accentue aussi là, parce qu'il va y avoir une question Ah, dessus, est-ce hein, que c'est cette gentil. fois-ci, il y aura une question dessus, Laurent? Et oui, il va en avoir une dessus, et je crois que c'est moi qui l'ai fait. Ah ouais, parce Et que la Laurent, nouveauté de Laurent, cet il agent, vous fait des petites questions AX discrètement dans le caout, parce que vous avez vu que c'est une release AX apparemment, hein, IBM Power, AX, DB2, tout ça, c'est une grosse release, donc vous avez c'est intérêt à être tous au taquet dessus. ouais. Effectivement, l'agent AX, depuis qu'il est sorti, il y a eu quelques améliorations, mais là, c'est une grosse amélioration sur la partie AX. On va pouvoir faire du GFS, du long term rétention dessus. On va donc avoir un agent centralisé et ça nécessite bien évidemment toujours le fait de faire de l'active full, donc soit manuellement, soit au travers du VBR. Tu peux passer à l'autre slide. Donc Donc GFS sur la GFS, partie vas-y, qui vas-y, n'était pas pardon. disponible sur la 12, enfin sur la 12 avec l'agent 4.0. L'agent 4.1 va embarquer la partie GFS. Et là, la dernière nouveauté, et qui est très intéressante aussi, c'est le fait de faire du direct file restore en utilisant toujours évidemment ce fameux helper appliance Linux et non pas AX ou Solaris. C'est pas encore faisable, c'est uniquement sous Linux. Et donc, l'avantage et la nouveauté sur la 4.1, c'était de pouvoir monter cette helper appliance et de faire du restore overwrite. D'accord. Ce fameux restore overwrite n'existait pas auparavant. On était obligé de copier manuellement les fichiers et faire du SCP, du FTP sur la machine. D'accord. Donc voilà, ça c'est la nouveauté. Les deux nouveautés sur l'agent AX 4.1, c'est le GFS qu'on n'avait pas et le Direct File Restore, mais en overwrite directement et pas en copie. Voilà. Yes, merci Laurent pour toutes ces nouveautés AX passionnantes. Passionnante Non mais pour certains. en plus, c'est dingue parce que là, heureusement vous êtes tous là dans le chat et on se rend compte que bah, vous êtes quand même pas mal à utiliser ces technos-là.
que moi je vois pas souvent au quotidien, et peut-être qu'on les voit pas aussi au quotidien. On les voit peut-être pas au quotidien tout simplement parce que on n'était pas suffisamment présé sur ces trucs AX. Mais voilà, sachez que maintenant on en a quand même grosse nouveauté, beaucoup de choses dessus. Laurent est très 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 bon là-dessus. Donc demandez-moi et je vous renverrai vers Laurent avec grand plaisir. Moi, si vous avez besoin de rien sur AX, envoyez-moi un mail. C'est ma spécialité. J'ai loupé une question tout à l'heure. C'est quelqu'un qui ne pose pas souvent des questions. Coucou Myriam. Est-ce qu'il y a le health check sur data domain? Bah, en plus, j'ai même pas la réponse à la question, mais ça me faisait plaisir de te dire bonjour. Et non, je crois que le health check Non. sera non, parce que DDBoost, c'est pas notre protocole, c'est pas nous qui écrivons. Et donc je ne pense pas qu'il y ait de health check sur un repository data domain, mais à vérifier, mais non. Mais c'était plaisir de te dire bonjour parce que ça faisait longtemps. Allez, amélioration sur backup. On en a parlé beaucoup d'améliorations déjà tout à l'heure, parce qu'on a vu qu'on avait le Shore Backup sans le Virtual Lab. Ça répond à une question qu'on a eue. Le Shore Backup supporte maintenant le NSXT. Plein de gens ont fait des migrations sur NSXT. C'est même presque obligatoire si j'ai bien compris. Mais voilà, maintenant vous pouvez utiliser les switches, les vSwitch, etc. NSXT sur vos jobs Shore Backup. D'accord. Et quoi d'autre? Eh ben, c'est la possibilité, comme je vous le disais en bas là, d'avoir X machines en parallèle, d'avoir des machines randomisées. Et d'ailleurs, j'avance dans les slides, mais c'est déjà la possibilité d'avoir des exclusions basées sur des tags, donc on peut inclure un job et ensuite exclure des tags ou exclure des machines. Et ensuite, on peut process des machines et surtout process de façon random, maximum 10 machines. Donc ça, c'est quand même vachement pratique de ne pas avoir à faire des workarounds avec des scripts PowerShell, etc. Voilà pour les améliorations du Shore Backup qui sont quand même assez notables. J'espère que vous ferez tous du Shore Backup à l'avenir, ne serait-ce que celui qui est offline. Je pense que c'est important. Alors, l'Enterprise Manager, les API de l'Enterprise Manager. Ils vont arrêter de développer des nouvelles API, du REST API sur l'Enterprise Manager. L'Enterprise Manager, je ne sais pas ce qu'il va devenir, aucune idée. Il continue à vivre. Pour l'instant, je crois qu'il y a des nouveautés sur l'Enterprise Manager. Mais côté API, ils vont faire que du bug fix. Et si les API, ça concerne des produits cloud, ce sera dans le Service Provider Console. Et si les API, c'est du VBR, on les retrouvera directement dans l'API de VBR. Donc si aujourd'hui vous avez plein de scripts REST API qui vont qui discutent avec l'Enterprise Manager, mettez dans votre to-do de réfléchir à comment, il n'y a pas d'urgence, hein, mais à partir de la 12.1, il n'y aura pas d'évolution de toute façon, et toutes les prochaines évolutions seront uniquement sur la Service Provider Console ou le VBA en direct. Donc voilà, en fonction de vos besoins, il faudra peut-être ne plus utiliser les API les REST API de l'Enterprise Manager et passer sur celle de la Service Provider Console ou celle de VBA. Ensuite, Vim1. Vim1, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a le fameux Threat Center. D'accord, donc c'est super. J'attends le premier qui m'enverra un petit score à 100% sur une vraie infra. Et vous avez vu à côté des scores là, la scorecard, il y a des trucs. Hein. Il y a écrit 226 sur 39. Si vous cachez des trucs, ça se verra quand même. Hein. Et me sortez pas un paint parce que je vous retrouverai. D'accord. Celui qui me fait un paint, je vous assure, je le retrouve. Je sais où vous êtes. Je sais où vous habitez. Je vous ai sur Salesforce. Donc je vous attendrai devant le bureau. Donc, blague à part, gros trade center qui est très intéressant, qui vous donne une vision plus accès sécurité, SLA et RPO, donc ça peut être cool pour les providers. Je vous encourage à déployer de plus en plus de Vim1. Et quoi d'autre comme nouveauté? Bah, c'est des nouveaux dashboards qui vont avec des nouveaux rapports du coup. Rapport de malware détection. Forcément, bah, on a un outil de malware détection, donc Vim1 va pouvoir vous envoyer des rapports d'événements basés sur les malwares détection qu'ont fait les VBR. Des rapports sur les best practices, si vous n'êtes toujours pas vous ou vos clients, parce que si vous le déployez chez des VBR sur des clients, etc., vous pouvez générer des rapports sur les best practices, et vous pourrez générer forcément des rapports sur le backup du S3, hein, puisqu'on comme on sauvegarde du S3, bah, maintenant on a des rapports qui vont avec, c'est normal, c'est des unstructured data, file et object storage, ils les ont un peu renommés, et file et object storage, c'est tout ce qui est unstructured data. J'avance, le temps nous est compté. ServiceNow, c'est une grosse nouveauté. C'est
peut-être dans une question, je ne sais pas, à la fin, il y a des questions, peut-être que vous allez retrouver quelque chose sur ServiceNow. Mais voilà, vous avez tous les produits qui s'interconnectent de plus en plus avec Vim1, soit au travers de VBR, soit nativement directement comme VBO vers Vim1, etc. Tout ça, ça génère des alarmes sous forme de trappe SNMP, d'email, de script custom. Et maintenant, Vim1, vous allez pouvoir l'intégrer avec ServiceNow et avec le syslog. Donc, grosse nouveauté, c'est l'intégration de ServiceNow et de syslog nativement avec Vim1. Donc voilà, ServiceNow, Vim1. C'est bon pour tout le monde? Donc si jamais vous avez le sujet ServiceNow, il faudra Vim1 déployer dans l'infrastructure pour pouvoir communiquer avec.